Bonjour les gars et les filles du foyer 104. Bonjour. Et bonjour les gars et les filles qui regarderont cette vidéo dans le canal YouTube. Renaissance et humanisme 2. On va encore essayer de définir un peu mieux cette période du 15e et 16e siècle. En particulier, aujourd'hui, on parlera de quelques inventions, des innovations et de quelques personnages de la Renaissance. Tout d'abord, on va dire quelque chose sur la musique. La musique aussi a une évolution. Par exemple, la polyphonie. Si nous regardons le Moyen-Âge, la plupart du chant, au moins du chant qui est arrivé jusqu'à nous, c'était du grégorien. Un chant avec une seule voix, très intense, très spirituel, un chant tout religieux, d'accord? Mais à la Renaissance, on développe beaucoup plus la polyphonie, les chorales, d'accord? Ceux d'entre vous ont déjà fait partie d'une chorale savent qu'il y a 4 voix, 4 mélodies différentes selon la tonalité des chanteurs, les bassi, les alti, les ténors, les sopranos. Donc, 4 mélodies différentes qui vont tous s'harmoniser dans un seul chant, dans une seule mélodie. C'est la polyphonie. Puis, à la Renaissance, on invente et on perfectionne aussi certains instruments de musique. Par exemple, la flûte. La flûte est beaucoup plus perfectionnée. Ça existait depuis l'Antiquité. Puis, on fait ce grand instrument à cordes qu'on joue avec un arc qui s'appelle la viole, d'accord? Un autre instrument de cette époque, toujours à cordes, un peu l'ancêtre de notre guitare d'aujourd'hui, c'était le luth, d'accord? Alors, je vous recommande de ne pas changer le genre de ces instruments, d'accord? La viole, le luth, n'est pas faire comme une élève qui a dit à la Renaissance, ils ont inventé la lutte, le viol, d'accord? Si vous changez le genre, ça change tout. Donc, c'est le luth et la viole, d'accord? Prochain mot-clé, les sciences. Vous savez, un grand point de fierté de notre civilisation occidentale, c'est que nous avons inventé les sciences. Et aujourd'hui, c'est le savoir, la façon de savoir la plus réputée, celle qui reçoit la plus grande considération. Vous avez vu dans ce temps de pandémie comment tous les politiciens, les gouvernants ont dû prendre des décisions sur la base des conseils scientifiques. D'accord? Bon, et qu'est-ce qui a amené aux sciences? C'est une réflexion qui était déjà commencée au Moyen-Âge, d'accord? Mais la méthode scientifique est mise au point par les chercheurs et pas aussi par les philosophes à l'époque de la Renaissance, non? On avait déjà mentionné dans nos cours en bref, la méthode scientifique. Qui se souvient de comment on peut la définir? Gérard. Ça commence par une question. La question, l'hypothèse, le test, on pourrait dire l'expérience, l'expérimentation, l'observation de l'expérience, et on arrive au résultat. Le résultat, c'est la conclusion, c'est le savoir scientifique. C'est quelque chose que nous avons pensé d'abord, mais que nous avons observé, nous avons validé par les données. Là, je vais faire une observation, d'accord? Je vais dire une chose sur la pandémie. On a vécu une année de pandémie et à l'école, on a fait le défi de se voir tous les jours dans un milieu comme celle d'une classe, d'une école, beaucoup de monde qui respire l'hiver, on ouvre les fenêtres, mais pas trop parce que on y est passé à travers. Il y a eu quelques quarantaines, mais au moins dans notre école, il n'y a pas eu des gens qui ont été gravement malades ou hospitalisés ou encore pire. D'accord, la plupart des peu de cas que nous avons eus, c'était avec peu de symptômes ou pas de symptômes du tout. Alors, moi, je pense une chose, que nous, les enseignants, quelqu'un comme moi qui a passé toute sa vie dans l'école, d'abord comme élève et puis comme enseignant,
les enseignants ont un système immunitaire plus fort que la moyenne de la population. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a passé des années dans des classes, fenêtres d'hiver, fenêtres fermées l'hiver, qui sait combien de virus nous ont attaqués et que notre système, donc, maintenant arrive à reconnaître. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de malades. Bon, je suis convaincu de ceci. Mais est-ce que cette affirmation est un savoir scientifique? Oui. Non, puisque vous n'avez pas fait des expériences et donc pas de résultats. Exact, d'accord. Pour donner, moi, je peux avoir cette idée, d'accord. C'est quelque chose qui vient de mon expérience, mais je ne peux pas dire que c'est une affirmation scientifique. Je peux dire, à la limite, c'est une théorie. C'est la première phase, c'est l'hypothèse. Pourquoi les enseignants peu d'enseignants sont tombés malades malgré le fait de passer des heures à l'école avec des dizaines et des dizaines d'élèves. D'accord? Alors, ceci, c'est la question. Puis, l'hypothèse, c'est parce qu'ils ont un système immunitaire avancé, mais ça manque l'expérimentation. Pour que ça devienne une affirmation scientifique, il faut prendre des données. D'accord? Il faudrait avoir de l'argent pour payer des chercheurs, voir, recenser les enseignants qu'il y a au Québec, d'accord? Voir combien sont tombés malades, quels symptômes ils ont eu, les comparer avec eux. Ça prend de toute une étude, une observation, une collecte de données. Et puis, on en a de ces données-là. Hein? Et puis, le savoir scientifique est solide. D'accord? Bon. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais c'est l'idée fondamentale de ce qu'est la méthode scientifique. Et par contre, le savoir comment a été conçu avant, c'était plus basé sur la rationalité, d'accord, comme les anciens philosophes concevaient les choses. Maintenant, on donne beaucoup de place à l'expérience qui valide l'hypothèse. On va nommer cet astronome Nicolas Copernic. Vous voyez, il y a ces dates. Prenez-les en note pour votre ligne du temps, c'est important de savoir quand. Or, Nicolas Copernic, lui, il fait une théorie. Comme moi, j'ai fait une théorie, je veux dire que les enseignants ont un système immunitaire plus développé, lui aussi, il a fait une théorie. Il l'a présenté comme une théorie à partir des observations astronomiques. Quelle est sa théorie? Qui est capable de me dire? Qui la connaît déjà? Gérard. Que la Terre tourne autour du Soleil, exactement. Que toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil. D'accord? Cette théorie portera son nom, la théorie copernicienne. Bien, ou aussi héliocentrisme. Hélios en grec, c'est le soleil, donc c'est l'héliocentrisme. Vous avez une maquette là en classe qui la représente. D'accord? Or, mais il n'avait pas la preuve. D'accord? Selon ses calculs, cette théorie fonctionnait, mais à la Renaissance, on n'avait pas les éléments d'observation pour dire que c'était comme ça. L'autre ancienne théorie, qui s'appelait le système ptolémaïque ou le système géocentrique, vous savez, géo c'est la Terre, donc géocentrique, fonctionnait aussi pour expliquer les mouvements des astres observés sur la Terre. Cependant, plus tard, disons en 1600, donc un siècle plus tard, presque un siècle plus tard, la théorie copernicienne, étudiée, appréciée, disons, tenue bien en compte par tous les astronomes de l'époque, est reprise et relancée par un autre homme des sciences, d'accord, un autre grand philosophe, homme des sciences, un qui parmi plus de tous a mis à point cette méthode scientifique. Qui était-il? Oui, Galilée, d'accord, Galileo Galilei, francisé à Galilée. D'accord? Or, Galilée, c'est un des plus grands scientifiques, d'accord, mais un homme, disons, aussi
comme les gens de son époque, profondément croyants, beaucoup plus même de la moyenne de son époque, où il dit que Dieu nous parle à travers la Bible, bien sûr, mais à travers la nature aussi, d'accord? L'observation de la nature, l'ordre imprimé de la nature, cette rationalité qui existe dans le monde, pour lui, c'est un signe évident que Dieu a laissé pour nous parler, d'accord? Mais un jour, Galilée, mais surtout est devenu fameux pour une polémique, pour une dispute, d'accord? Il se disputera contre un tribunal ecclésiastique, d'accord? Parce qu'il soutient que l'héliocentrisme est une théorie scientifique, d'accord? Et bon, il sera condamné, d'accord? Mais non, il ne sera pas brûlé comme certains pensent, il ne sera pas mis en prison, il sera seulement aux arrêts domiciliaires pendant un certain temps, d'accord? Mais oui, c'est vrai, il y a eu une condamnation. Mais la condamnation, ce n'était pas vraiment pour la théorie des Coperniciens, parce qu'il n'y avait pas une preuve. La preuve viendra plus tard, au XVIIIe siècle, avec le pendule de Foucault. Donc, vous comprenez? Alors, même s'il a mis à point la méthode scientifique, même si un esprit très scientifique, comme celui-là de Galilée, même s'il avait raison, nous savons a posteriori qu'il a raison, d'accord? Et il a voulu donner comme scientifique quelque chose qui était encore une théorie. Voilà la raison de sa condamnation, d'accord? Puis c'était tout un contexte, évidemment, où l'héliocentrisme causait un problème. Pourquoi causer un problème, surtout à la mentalité de la Renaissance, qui voit une sorte de contraposition? Oui. Parce que ça prouve que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Oui, dans une époque où on voit l'homme au centre de la création, non, l'astronomie dit le contraire, que la Terre tourne autour du Soleil. Non? Plus tard, nous avons découvert que le Soleil, tout le système solaire tourne autour de quelque chose d'autre et que toute la galaxie tourne autour de quelque chose d'autre. Un centre exact de l'univers que nous ne savons pas où c'est encore aujourd'hui. Une chose est sûre, que nous pouvons choisir un centre. Tout est relatif. Non? Si vous faites une carte géographique, il faut mettre quelque chose au centre. Si nous vivons à Montréal, qu'est-ce que nous mettons au centre de notre carte géographique? Notre ville. Et puisque nous sommes des humains, nous vivons sur la Terre, nous pouvons avoir une conception de l'astronomie où la Terre est au centre. Non parce que ça tourne sur ceci, mais parce que nous y sommes, tout simplement. D'accord? On pourrait voir les choses comme ça. Question là-dessus. Mademoiselle Doll. Brittany. Pouvez-vous répéter c'est qui a été condamné et pourquoi? Galilée. Une blande condamnation, hein, mais une condamnation réelle. Et ça nous démontre comment à l'époque, c'était un problème, cette conception. Maïsan. Est-ce que le tribunal est là un nom? C'est un tribunal ecclésiastique, le Saint-Office, c'était le tribunal de l'Inquisition. Mais c'est aussi, on comprendre, disons qu'à l'époque de la Renaissance, bon, certaines personnes proches, certains intellectuels avaient connu cette dispute-là. D'accord? Évidemment, Galilée n'était pas content, mais la condamnation de Galilée est devenue surtout importante, est devenue vraiment un cas important à partir de l'époque des Lumières, d'accord, qu'on verra plus tard. Aujourd'hui, on peut nuancer mieux comment ça s'est passé, ce procès. Femmes et famille. Alors que nous avons déjà dit que l'homme de la Renaissance a dans sa mentalité l'idée qu'il faut réussir dans au moins un domaine de la vie. Et puis, il y a un autre domaine où on demande à tout le monde de réussir. C'est le domaine de l'éducation, de la paternité et de la maternité. Donc, la famille devient très importante. D'accord? Et nous savons, jusqu'à nos jours, moi je suis convaincu de l'importance de la famille. D'accord? Et vous êtes ici dans une école de performance, on n'aime pas trop l'afficher, mais dans la réalité,
Notre école est appréciée aussi parce que c'est une école de performance. D'accord, on a beaucoup de demandes pour des places limitées, un peu comme dans les collèges privés. Et effectivement, j'ai des élèves qui sont très performants. Comme enseignant, j'ai beaucoup de satisfaction professionnelle parce que vous travaillez et vous apprenez. Mais est-ce que je me demande, par contre, si on prend une polyvalente ailleurs, dans notre ville, on peut voir que les résultats sont beaucoup plus bas. Est-ce que vous êtes plus intelligent, vous êtes meilleur que des élèves d'une polyvalente? Non, je ne crois pas. Peut-être quelqu'un est un peu plus brillant, un peu plus performant, mais dans la plupart des cas, ce qui fait la différence, c'est le soutien que vous avez eu dans la première enfance, que vous avez encore, de votre famille. D'accord? Le support éducatif que la famille vous a donné. Je sais que c'est difficile pour vous à reconnaître. Vous êtes au début de l'adolescence où on prend une distance de la famille, mais pensez-y à comment vos parents vous ont soutenu dans les études, comment vos parents vous ont motivé dans les études, comment ils vous ont encadré, comment ils vous ont encouragé, comment ils ont été capables de donner de la valeur à l'effort à faire pour les études. D'accord? Donc, comme vous voyez, jusqu'à nos jours, la famille joue un rôle éducatif fondamental. D'accord? Même si c'est un rôle rarement reconnu. Ceux de la Renaissance, cette idée l'avait claire. D'accord? Donc, on demande aux gens d'être des pères et des mères présents. Or, quel est un peu l'envers de la médaille de cette mentalité? L'envers de la médaille, c'est que la femme est vue seulement pour son rôle familial. D'accord? La femme est réduite, est plutôt réduite au rôle de mère. D'accord? Et sa place dans la société va diminuer. D'accord? Parce qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient une place plus importante. Il y avait des commerces gérés par des femmes, il y avait certains cours dirigés par des femmes. À la Renaissance, il y a encore, mais c'est plus rare. D'accord? Et donc, et un phénomène typique de cette époque, non, ce n'est pas un phénomène du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus de la Renaissance, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Ok, qu'est-ce que la sorcellerie? Donc, en bref, c'est que beaucoup de femmes et aussi certains hommes ont subi des procès et des condamnations qui arrivaient quelquefois même à la condamnation à mort au bûcher, accusés d'être des sorcières et des sorciers, accusés de faire de la magie noire, accusés d'avoir des pactes avec le diable, de prendre le pouvoir du diable pour faire des maléfices aux autres personnes. D'accord? Les gens de l'époque, ils y croyaient. Certains y croyaient moins, d'autres y croyaient plus. D'accord? Phénomène très difficile à comprendre. Il y a plein de versions. Les historiens ont toutes sortes d'explications. Une chose est sûre, c'était une folie collective. C'était l'idéologie du moment. Chaque époque a ses idéologies. Notre époque aussi a ses idéologies que nous ne reconnaissons pas parce que nous y vivons dedans. D'accord? Cette époque-là, l'idéologie, c'était qu'il y avait certaines personnes qui utilisaient la magie noire pour faire des maléfices. C'est sûr que la sorcellerie, c'est un cheval de bataille par certains mouvements féministes. Je m'en souviens quand j'étais à l'université, j'avais des enseignantes, des professeurs féministes, d'accord, qui montrent comme à une certaine époque, on écrasait les femmes, comme on les condamnait, comme on les réduisait, comme on avait une mentalité négative sur elles, etc. D'accord? Bon, il y a quelque chose de vrai, mais les phénomènes, je trouvais plus complexes que ceci. Léonard de Vinci. Léonard, c'était son prénom, et il n'avait pas de nom de famille. Ça nous dit qu'il ne venait pas d'une famille noble. D'accord? Parce que les familles nobles, alors, au XVe siècle, avaient un nom de famille. Prenez en note ces dates. Et donc, si quelqu'un devenait fameux, pour le distinguer de tous les autres Léonard qui existaient, on l'appelle selon le village de provenance. Et Vinci, c'est son village de provenance. Léonard est considéré comme un génie. D'accord? Son œuvre est vraiment géniale.
Et pourquoi? Parce que si la mentalité de la Renaissance, c'était qu'il fallait réussir dans au moins un domaine, il a réussi dans tous les domaines qu'il a touchés. D'accord? Il a réalisé des grandes œuvres, il a eu du succès dans tout ce qu'il a fait, dans tous les aspects. Et donc, qu'est-ce qu'il était, Léonard? Écrivez que la liste est longue. Il était écrivain, il était architecte, ingénieur, philosophe et peintre. Donc, comme vous voyez, il avait un très grand, très grands intérêts. Donc, dès son enfance, il démontre un très grand esprit d'observation. Il regarde et il note tout. Il prend toujours des notes pendant toute sa vie. Et à sa mort, il a laissé des tonnes et des tonnes et des tonnes de papiers avec ses écrits, ses observations, ses projets, ses calculs, ses mesures. D'accord? Donc, et il a tout écrit à sa façon d'écrire. D'accord? Léonard, toutes les choses qu'il faisait, il les faisait aussi avec une originalité, une certaine originalité. Et puisqu'il était gaucher, il y a beaucoup de gauchers, mais lui, en particulier, il écrivait de droite à gauche, à l'envers. D'accord? Et pour lire droit ces textes, il faut les mettre devant un miroir. Sinon, aujourd'hui, on prend la photo et puis avec l'ordinateur, tu retournes les 180 degrés l'image de son écriture. D'accord? Ok. C'est lui qui a découvert la régularité des feuilles sur les rameaux, comment les feuilles poussent sur un rameau. C'est lui qui a découvert que les anneaux dans un tronc correspondent à l'âge de l'arbre. D'accord? Et comme peintre, il nous a laissé certaines œuvres que tout le monde connaît, qui sont vraiment partie de notre héritage le plus significatif de notre civilisation. Tout le monde connaît la Joconde, d'accord, qu'on appelle aussi Mona Lisa. Mona Lisa. Alors, qu'on a déjà mentionné ceci, d'accord, qu'on a dit que la Joconde est fameuse aussi pour son petit sourire mystérieux. D'accord? Dans une époque où tous les gens qui se faisaient faire un portrait étaient sérieux. D'accord? Pourquoi la Joconde a ce petit sourire? Il y a plein d'interprétations. Même il y en a une, d'après moi, qui est la plus facile et la plus probable. Ramanouche. Exact. Elle s'appelait Mona Lisa, épouse d'un tel Giocondo. D'accord? C'était un Toscan, son mari. Giocondo. Et, puisque c'était l'épouse de Giocondo, l'appelait au féminin Gioconda. Mais Gioconda, en italien, ça veut dire joyeuse. Et puisque Léonard de Vinci, c'était quelqu'un qui aimait les jeux de mots, comme un tel prof, peut-être que vous connaissez aussi, d'accord? Alors, il a fait joyeuse avec ce petit sourire. Mais elle ne souriait pas. Je ne sais pas, d'accord? Je ne l'ai pas connue personnellement. Je connais une fille qui s'appelle Mona Lisa, mais ce n'est pas tout à fait la même. D'accord? On va voir qu'un autre grand tableau que tout le monde ou presque connaît, c'est la dernière scène. Attention comment on écrit scène. Ce n'est pas la scène du théâtre, c'est la scène de l'essence d'un souper. D'accord? Or, qu'est-ce que ça représente? Qui est capable de me dire quelque chose? Alexandre. Le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. C'est un classique de l'iconographie chrétienne. Pourquoi Alexandre, c'est un classique? Oui, mais encore pour une autre chose. Oui, Gérard. Oui, c'est vrai, mais une autre chose encore, Baby Doll. C'est vrai qu'il va dire à... J'ai oublié son nom, là, Judas. Ah oui, il va démasquer Judas. Mais il y a une autre chose encore plus importante pour laquelle on représente Raphaël. Moi, je sais Judas. Ah, voilà, il a donné le pain, voici mon corps. Il a donné le vin, voici mon sang. Faites cela en mémoire de moi. C'est l'institution de l'Eucharistie.
Et l'Eucharistie, c'est le sacrement, la célébration la plus importante pour les chrétiens. Dans la messe, qu'est-ce qu'il y a toujours? L'Eucharistie, d'accord? Le prêtre qui répète, qui obéit à l'ordre de Jésus, faites cela en mémoire de moi. Donc, dans l'iconographie classique, si vous allez voir d'autres dernières scènes, normalement, ce qu'on représente, c'est Jésus qui donne le pain. C'est l'institution de l'Eucharistie. Léonard de Vinci, lui, qui met toujours une touche d'originalité, il s'inspire de la tradition, mais il met une touche d'originalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir un moment différent de cet événement, de cet dernier repas. Comme vous voyez, le pain est là. Hein? Dans l'image, on le voit un peu. Sur la table, un peu partout, il y a des pains, hein, comme symbole de l'Eucharistie. Mais il choisit un autre moment, que certains d'entre vous ont déjà mentionné. D'accord? Quand Jésus annonce que l'un de ses apôtres va le trahir, va l'identifier aux gardes qui vont l'arrêter. D'accord? Alors que pourquoi il choisit ce moment? L'un d'entre vous me trahira. D'accord? Parce que ça donne beaucoup plus d'animation à ce repas, à la dernière scène. Dans un tableau, dans l'iconographie traditionnelle, les apôtres sont là en contemplation, en adoration de l'Eucharistie. Ici, par contre, ce qu'il peint, c'est la réaction à cette affirmation qui tombe sur la table comme une bombe. Donc, cette affirmation tombe sur la table comme une bombe. Et ici, on voit toutes les réactions. Un groupe là qui exprime, groupe de trois, hein? Un groupe qui exprime sa stupeur, d'autres qui discutent pour essayer de comprendre c'est qui, d'autres qui demandent mais est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, et puis ce petit groupe de trois, d'accord? Comme vous voyez, il y a Jean, le plus jeune des apôtres, qui est très triste, Pierre qui s'avance, cette affirmation, il met une main sur l'épaule de Jean pour le consoler, pour dire que tranquille, d'accord, on va le défendre, on ne permettra pas qu'on l'arrête. Et dans l'autre main, on ne le voit pas trop, mais il a un couteau, signe que plus tard, il va sortir l'épée, il essaiera de défendre Jésus avec une épée, il va blesser même une garde. Or, si Pierre avance, il y a quelqu'un d'autre qui, par contre, recule. Qui recule? Judas, parce qu'il se sent démasqué. D'accord? Donc, toute cette grande animation. Et, il y a plein d'interprétations, etc. Mais n'y croyez pas tous, surtout ne croyez pas à l'interprétation de Dan Brown qui a fait tout un roman sur ceci, passionnant, mais complètement sans aucune base réelle. Alors que, une autre chose, qu'est-ce que vous observez dans ce tableau aussi, typique de la Renaissance, de tous les peintres de la Renaissance? Oui. Il y a des écritures Écriture, je ne vois pas. Mais une autre chose qui est vraiment typique, Ramanuj, la perspective. Ben, vous, comment ça donne l'impression d'aller de plus en plus vers le fond, d'accord? Et la perspective, vous savez, c'est de faire des lignes obliques quand dans la réalité, elles sont des lignes droites, d'accord, parallèles. Vous savez, cette ligne-là et cette ligne-là, dans la réalité, sont des lignes parallèles. Mais quand tu dessines la perspective, toutes ces lignes convergent vers un point du tableau. Voyez-vous? Regardez, toutes les lignes convergent là. Ça s'appelle le point de fuite, que Léonard a mis sur le visage du Christ. D'accord? Vous avez vu, non, Giotto, vous avez écouté l'explication de Giotto, qui fait le... Bon, on avance. Un autre, on n'a pas grand temps, un autre tableau célèbre, c'est la Vierge au rocher, représentée avec Saint Jean le Baptiste, qui se retrouve avec Jésus bébé. Par les roches qu'on voit en arrière, on comprend pourquoi ce tableau s'appelle comme ça. Et puis, le prochain thème, c'est les armes à feu. D'accord? Les deux grandes inventions qui ont vraiment changé l'histoire. D'accord? Alors, la première, la poudre à canon. Les armes à feu ont besoin de la poudre à canon. On va dire que la poudre à canon existait déjà depuis l'Antiquité. Les Chinois l'avaient déjà inventée.
mais il en faisait un usage pacifique, les feux d'artifice, d'accord, décoratifs, impressionnantes, coloriés, avec des grosses explosions. Mais plus tard, commence à les utiliser par les armes. Et c'est à travers le contact avec les Arabes que les armes à feu arriveront aussi en Occident. D'accord? Une des premières utilisations des armes à feu, c'est ce type de canon, disons l'ancêtre des canons, qu'on appelle la bombarde. La bombarde. Les armes à feu ont beaucoup changé, ont eu un impact énorme sur l'histoire, d'accord? Parce que ça a changé la façon de faire la guerre. Ça a rendu la guerre beaucoup plus meurtrière, d'accord? Et en effet, d'accord, les armées qui se sont dotées des canons et des armes à feu ont eu le dessus sur celles qui, par contre, étaient en retard d'un point de vue technologique, qui n'avaient pas encore les armes à feu. En particulier le canon, la bombarde. C'est grâce à un type de canon, plus ou moins comme celui-ci que nous observons en ce moment, que les Turcs ottomans, commandés par Mehmed II, vont faire chuter les murs, la muraille de Constantinople. Grâce aux armes à feu, en 1453, les Turcs ottomans vont prendre Constantinople, envahir la ville, après des semaines et des semaines qu'ils lançaient des boules et des canons. D'accord? Et ça va être la fin définitive de l'Empire romain. D'accord? La fin de l'Empire byzantin, de l'Empire romain d'Orient, mais on pourrait dire tout court de l'Empire romain. 1453. D'accord? N'oubliez pas cette date. Une autre application des armes à feu, ce sont les fusils. Première forme de fusil, arquebuse, arc, comme l'arc pour lancer des flèches. Ici, on lance des projectiles avec ces petites explosions. Je veux terminer, d'accord. Notre énorme invention qui a changé l'histoire, c'est l'imprimerie. On va dire tout de suite pourquoi ça a changé l'histoire. Ça a changé l'histoire parce que ça a réinventé l'écriture. Nous avons déjà beaucoup réfléchi sur l'impact de l'invention de l'écriture. D'accord, société beaucoup plus organisée, on a les documents pour l'histoire, mieux organiser la société, faire des lois écrites. D'accord. Or, l'invention de l'imprimerie, c'est comme être un exposant à l'invention de l'écriture. Un exposant 10 fois plus efficace. D'accord. Pourquoi? Parce que les informations vont circuler beaucoup plus rapidement. Les idées vont circuler beaucoup plus rapidement. Un livre avant l'invention de l'écriture, un livre manuscrit, une Bible, coûtait comme un cheval. Un cheval pourrait comparer aujourd'hui comme acheter une voiture de 60 000 $. D'accord? Comprenez-vous? Donc, peu de gens pouvaient se le permettre. Mais dès qu'on publicise des centaines de livres, avec l'imprimerie, les prix chutent, beaucoup plus de gens vont avoir des livres, vont lire. Les étapes de cette invention. Pendant le Moyen-Âge, en Europe arrive le papier. Il y a le premier moulin à papier. Avant, on utilisait les parchemins, les peaux d'animaux pour écrire les anciens codes. Déjà un siècle avant l'invention de l'imprimerie de Gutenberg, il y a une forme d'imprimerie faite avec des planches de bois sculptées. On sculpte les lettres, on sculpte le dessin, puis on y met des l'encre dessus, et puis comme un seau aujourd'hui, comme on imprime sur les tableaux, et on imprime sur le papier. L'inconvénient, c'est qu'une fois que tu as fini d'imprimer la planche de bois, tu ne pourras plus la réutiliser. En 1455, Gutenberg, à qui on attribue l'invention de l'imprimerie, publie la première Bible. On va terminer. Mais en quoi ça consiste exactement? Ce sont les caractères mobiles. C'est-à-dire, il a fait des petits plombs sur lesquels il y a les lettres. Il les applique à une planche métallique
et avec des lampes, il imprime. D'accord? Une fois fini d'imprimer la page, on sort toutes les lettres et on recompose le nouveau texte. Ce système d'impression s'était perfectionné, mais est arrivé jusqu'aux années 70 du siècle dernier. Quand j'avais votre âge, dans les imprimeries, les journaux, les affiches, les livres, on les imprimait selon cette technique. C'est tout pour aujourd'hui.